Pour Maria. Secrétaire territorial FEMO-Agor, SIGA pour la région d'Ajaccio et d'Isouchircondi. On va parcourir, si vous le voulez bien, l'actualité en votre compagnie et on va parler du thème qui a fait la rentrée de FEMO, c'est le fameux PLU d'Ajaccio. On parlera demain des élections municipales et des relations au sein de PAGOR. SIGA, ce PLU, vous avez tenu à faire une conférence de presse en plein centre-ville, sur la place du Diamant à Ajaccio. Qu'est-ce que vous aviez à dire ? Bien oui, en effet, merci de me recevoir et de donner la parole à la section locale de Femois-Goursiga. Nous avons en effet hier fait notre rentrée politique et nous avons tenu à la faire en plein cœur de la cité, sur la place du Diamant. Et nous avons tenu à souligner l'expression au sens étymologique de la cité, parce que nous sentons que plus les années passent et plus Ayach ou perd son âme, plus elle perd le sens étymologique de la cité, hein, puisqu'il faut savoir que le sens étymologique, c'était dans l'Antiquité une communauté politique qui s'administrait eux-mêmes. Au sens contemporain, c'est une agglomération avec une unité architecturale, culturelle, humaine. Et tous les points dont je viens de parler, que ce soit l'architecture, que ce soit la culture, que ce soit l'humain, on a l'impression qu'Ajaccio s'oriente de plus en plus vers ces villes moyennes françaises qui n'ont plus d'âme, où les phénomènes de banlieue, où les phénomènes de désagrégation sociale s'amplifient, et nous souhaitions remettre la cité au cœur du débat. Et puis deuxièmement, on a tenu à se trouver là, puisque vous savez que dans notre parti, dans nos fondamentaux, dans notre charte éthique, nous sommes dans le droit fil de l'œuvre de Pascal Paoli, du siècle des Lumières, et nous nous sommes placés entre Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle, des grands hommes s'il en est, puisqu'ils symbolisent pour nous la résistance, la reconquête et l'ambition que nous souhaitons rendre à Ajaccio. Une perte de repère, vous disiez. La faute au PLU ? Disons que ce PLU tel qu'il est présenté, un peu à la va-vite, en pleine période estivale, s'il était adopté, il faut savoir que dans 15 ans, peut-être même avant, nous nous retrouverions avec 13 000 habitants supplémentaires. Est-ce qu'Ajaccio a les capacités structurelles, au niveau de la circulation, au niveau de la gestion des déchets, au niveau des infrastructures scolaires, d'absorber 13 000 résidents supplémentaires? Je crois que dans la question, il y a la réponse. Donc nous, ce que nous souhaitons, et nous avons demandé solennellement la suspension de ce PLU, parce qu'en fait, dans cette campagne électorale, avec le respect qu'on peut avoir pour les hommes, avec le respect qu'on peut avoir pour les femmes qui mèneront le combat électoral, en fait, il va y avoir deux visions diamétralement opposées de la ville. Est-ce qu'on va aller avec ce PLU vers une urbanisation galopante, avec tous les problèmes dont je viens de parler, ou bien est-ce que nous souhaitons faire une pause, rendre à Ajaccio son aspect de cité méditerranéenne, où il a toujours fait bon vivre, redynamiser son centre-ville, tout en assurant un développement économique. Il n'est pas question demain de dire nous ne voulons plus aucun développement économique, mais il faut savoir qu'il y a quand même à Ajaccio et dans son centre historique 1200 logements vacants. Il y a une population âgée qui a toujours habité dans le centre-ville et qu'on souhaiterait demain déplacer vers les quartiers nord d'Ajaccio pour en faire les quartiers nord de Marseille. Franchement, pour nous, c'est une vision à laquelle nous sommes totalement opposés. Le PLU de FEM, ça serait quoi ? Le PLU de FEM, ça serait d'abord proposer aux Ajacciens qu'ils nous portent aux affaires de la ville d'Ajaccio et passer à un développement très modéré, parce qu'Ajaccio a besoin de structures, d'infrastructures, de retrouver son cœur de ville. Mais avant de vous porter aux affaires, il faudrait que la population sache ce que vous voulez mettre dans ce PLU. Ah ben dans ce PLU, déjà, celui qui nous est proposé, nous demandons sa suspension. C'est un PLU qui part pour une économie résidentielle. Je vous dis, 1200 logements vacants. On sait très bien ce qui se passe. Vous avez des gens qui achètent des appartements, qui viennent une semaine à Noël, 3 semaines l'été, le reste du temps, en période de printemps ou de septembre, qui le louent. Ça devient insoutenable, alors que la plupart de nos jeunes ont du mal à se loger, ont du mal à payer des loyers, alors je vous dis même plus bientôt à réussir à acquérir un appartement.
Est-ce que ça ne dépasse pas finalement un simple document d'urbanisme? On a vu le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, y proposer un certain nombre de mesures pour éviter ce genre de choses. Disons qu'il y a surtout eu la proposition du président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, pas plus tard qu'avant-hier, Una casa per ognuno, una casa per tutti, qui va permettre, en plus des mesures d'aide, de pouvoir favoriser les jeunes Corses pour qu'ils réussissent, dans la mesure du possible, à acquérir un logement. On parlait de ce PLU, ça a été le thème de rentrée de FEM. Vous parliez des infrastructures dans la première partie de cette émission, des infrastructures qui ne seraient pas suffisantes pour accueillir cet accroissement de population. L'actuelle majorité répond en quelque sorte ou anticipe en disant finalement les infrastructures, on n'a pas pu faire ce que l'on voulait puisque la collectivité territoriale de Corse n'a pas donné à Ajaccio l'argent dont il avait besoin. Écoutez, force est de constater, après 5 ans de mandature, que si nous devons, dans un premier temps, observer ce qui a été réalisé, la plupart des réalisations ont pu se faire grâce à l'ANRU menée par la municipalité Simon Renucci, Paul-Antoine Luciani, grâce à l'ANRU avec M. Poupogne, que ce soit la réhabilitation des Cannes et des Salines, d'un côté. Par ailleurs, du côté de la route des Sanguinaires, c'est grâce à d'énormes financement de feu le Conseil général et de son président, M. Pierre-Jean Luciani, que la route des Sanguinaires a pu commencer à avoir ce début de parcours santé. Donc venir dire maintenant que s'il n'y a plus de projet dans les tuyaux, c'est la faute de l'exécutif de l'Assemblée de Corse, je crois que c'est de la petite querelle de politique politicienne qui vraiment n'a pas lieu d'être. La route du Stillette, le collège, l'hôpital, on en est où ? Écoutez, nous sommes très sceptiques. Nous attendons vraiment d'avoir des études financières beaucoup plus poussées, parce que je crois que c'est bien, il faut faire rêver les gens. Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, les gens ont besoin de rêves. Mais nous dire que dans 2 ou 3 ans, les problèmes de circulation vont être réglés par un téléphérique qui va être réalisé presque d'un coup de baguette magique, vous nous permettrez, sans vouloir rentrer là aussi dans la polémique stérile, je suis vraiment très curieux de voir le délai, le montant d'une opération pareille, son mode de financement. Je suis très perplexe. Ce PLU, vous pensez que ça va être un enjeu des municipales ? Je pense que c'est l'axe principal. Il va appartenir aux Ajacciens, aux Ajacciennes, qui observent tous les jours leur façon de se déplacer, le nombre d'heures qu'ils passent dans les embouteillages, de dire, est-ce qu'ils pensent qu'en quelques années, plusieurs milliers d'habitants supplémentaires vont pouvoir venir s'installer à Ajaccio sans que cela ne pose aucun problème? Ce pouvoir d'attractivité, pour vous, il est négatif ? Pas du tout, pas du tout. Ajaccio est un joyau en Méditerranée, mais à un moment donné, vous observez bien que dans tous les joyaux, même de la planète, de partout, on voit se lever des oppositions farouches à l'économie résidentielle. Il nous appartient de préserver ce joyau. Il nous appartient d'arrêter de polluer notre golfe. Il nous appartient d'arrêter de supprimer des espaces verts. Dans ce PLU, nous allons peut-être voir disparaître 100 hectares d'espaces stratégiques agricoles. Les Ajacciennes, les Ajacciens devront bien peser. Est-ce qu'ils pensent que nous pouvons nous le permettre? Comment est-ce possible avec la compatibilité avec le PADUC? Mais exactement, ce PLU est en incompatibilité quasi totale avec le PADUC. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la réunion du printemps coprésidée par Madame la préfète et le président du conseil exécutif, un avis défavorable a été rendu. Il faut le savoir. C'est ce que vous tenez, c'est l'argument aussi que vous tenez à préciser. C'est ce que vous avez versé à la contribution publique? Bien sûr, nous avons versé notre contribution publique parce qu'il faut savoir que la section locale de Femoyac et Circonde est très jeune, elle n'a que 5 mois d'existence. Mais plusieurs centaines de militants, d'hommes, de femmes nous ont rejoints, chacun selon ses compétences, bien sûr, parce que la priorité pour nous, ça va être le projet et les compétences. Nous sommes dans une élection municipale. Et donc, un groupe de travail a travaillé énormément tout l'été pour déposer ses conclusions, à côté des 2300 autres contributions qui ont été déposées. Preuve s'il en est que ce dossier est vraiment fondamental pour les Ajacciennes et les Ajacciens.
vous êtes notre invité cette semaine. Alors, on a abordé un petit peu le thème des municipales sous la lorgnette, en fait, du PLU d'Ajaccio, mais c'est beaucoup plus vaste. On sait qu'au sein du mouvement nationaliste, et notamment de la majorité Périgord-Siga, c'est compliqué pour ces municipales. Union, pas union, union de premier tour, union de second tour, candidats sans étiquette dans certains endroits, mais qui ont quand même une image nationaliste. On en est où aujourd'hui ? Oh, bien écoutez, vous savez, dans les 3 parties de la majorité territoriale, à l'Assemblée de Corse, cela fonctionne très bien. Il y a eu un projet en 10 points, les accords Périgord-Siga, ils sont respectés, la majorité territoriale travaille, avance sur de très nombreux dossiers, le président de l'exécutif est aux manettes et ça avance énormément. Concernant les municipales, c'est un tout autre dossier. Les municipales représentent un contrat de mandature, un projet qui doit rassembler des femmes, des hommes en fonction de leurs compétences. Alors si vous voulez, nous savons que nos partenaires au niveau de Périgord-Siga souhaitaient reconduire des alliances Périgord-Siga dans le plus de villes possible pour les municipales. Notre parti, FEMUAGOR-Siga, a défini son orientation stratégique et considère que pour les élections municipales, il faut passer du nationalisme au projet, au national, au local, parce que chaque cas va être un cas différent. Vous avez une ville comme Ajaccio, où on en a parlé hier, avant-hier, le dossier du PLU va être fondamental. Vous avez d'autres villes où ça sera peut-être la thématique de la pollution. Sur Bastia, ça sera peut-être le port. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est faire une liste de rassemblement d'hommes, de femmes, de compétences pour travailler au bénéfice de la collectivité. Et il n'y a pas, a fortiori, besoin d'être encarté dans un parti nationaliste pour s'impliquer dans un projet municipal. Les compétences, il n'y en a pas assez au sein de Périgord-Siga. Il faut faire une ouverture pour aller les chercher ? Je pense qu'il y en a assez à Périgord-Siga, mais je pense qu'il y en a beaucoup qu'il faut aller chercher. Il y a notamment à Ajaccio, dans les structures associatives, dans le mouvement écologique, dans tout un tas de structures, des compétences qu'il faut réveiller, qu'il faut solliciter, qu'il faut inciter à s'impliquer. Mais c'est difficile, on a l'impression que ça tarde à venir. Les déclarations de candidature, il y en a eu, vous preniez l'exemple d'Ajaccio, on a entendu des pics aussi avec faute politique d'un côté, faute politique de l'autre aussi. Est-ce que... Mais cela fait partie des bonnes relations entre partis partenaires. Il n'y a rien de choquant, hein. Nos partenaires à un moment donné ont pris des options, nous avons souligné que nous pensions que c'était une faute, comme eux, par moments, peuvent avoir des reproches à nous faire, mais dans une majorité, il est de bon ton de fonctionner comme ça, c'est de la démocratie. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement, Ajaccio, Porto Vecchio, Bastia ? Écoutez, moi ce que je peux vous dire... Il y a des candidats à la candidature ? Moi je peux vous dire que sur Ajaccio, 2 des nôtres, Jean-André Miniconi et Dani Antonini, sont venus se présenter devant l'assemblée plénière des militants d'Ajaccio. Ils ont fait leur déclaration de candidature, présentant leur personnalité, présentant les axes forts de leur projet, souhaitant, lui, être tête de liste, elle, être son binôme dans un projet au bénéfice des Ajacciens. Il appartient maintenant aux militants, aux instances du parti, démocratiquement, avec le comité territorial, avec le Conseil national, de se prononcer. C'est pas un moyen de perdre, en fait, de partir dispersé ? Pas du tout, je pense pas. Nous partons pas du tout dispersés. Nous mettons l'accent surtout sur le projet. Et c'est ce projet qui va faire émerger des hommes, des femmes, des compétences. Il n'y aurait rien de pire que de présenter au peuple ajaccien un alignement d'une équation, tant de pourcentage pour tel parti, tant de pourcentage pour tel parti. C'est pas comme ça que ça marche la démocratie. C'est le projet. Et je peux vous dire que depuis notre conférence de presse de la semaine dernière, les retours sont très favorables. Les gens veulent s'impliquer dans le projet. Le projet, donc au cœur de ces municipales, alors qu'est-ce qui différencie le projet que vous pourriez porter, peut-être avec Jean-André Miniconi et Dani Antonini, de celui que pourrait porter le PNC ou Corsica Libera d'un autre côté ? Écoutez, je pense que nous avons lancé les axes forts de notre projet, d'autres thématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
de très nombreux militantes, militants, personnes hors structure s'impliquent, sont en train de travailler sur ces thématiques. Je pense que sur beaucoup de thématiques, nous allons nous retrouver avec les autres partis, mais pas uniquement le PNC ou Corsica Libera, avec d'autres nationalistes hors structure, avec des citoyens, avec des gens du monde associatif, culturel, sportif. Je pense que sur ce projet, nous allons réussir à fédérer énormément de personnes. Vous disiez, il va y avoir des points précis selon les municipalités. Ajaccio, effectivement, ce serait ce PLU. Le port de Bastia, qui est au cœur, en fait, de beaucoup de discussions. Oui, bien sûr. Dans chaque grande ville de Corse, il y a des problématiques particulières. Chez nous, vous vous doutez bien que sur Ajaccio, le problème de la mobilité des transports va être un des dossiers cruciaux. Ça fera l'objet également d'une conférence de presse. Nous allons avoir une énorme thématique sur laquelle tout notre groupe de travail est au travail, justement, sur les problèmes de santé, de précarité, de social, parce que je ne veux pas prendre la place du docteur Pernin, qui mène un travail phénoménal et qui, il l'a reconnu lui-même devant les médias, depuis quelques années, depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes, du président de l'exécutif Gilles Simeone, on peut dire que les problèmes de précarité, les problèmes de société sont vraiment entrés et commencent à être vraiment pris en compte à l'Assemblée de Corse. Il a dit, on a la précarité qui a pris une dimension politique, elle est entrée dans cette enceinte politique. Vous parliez de la santé, on en parlait avec le docteur Antonini aussi sur cette problématique d'Ajaccio, le problème des pollutions, notamment dans le port, des pollutions du VAD, il va falloir se pencher là-dessus aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand à la fin août, il y a eu la rentrée de Régions et Peuples Solidaires, le congrès de rentrée cette année a eu lieu à Ajaccio, et FEMUA Corsica a noué un contact avec le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et nous envisageons un partenariat avec Europe Écologie Les Verts dans le cadre des prochaines municipales. Parce que justement, dans une de nos thématiques, celle de la pollution, de l'écologie, de la préservation des espaces verts, sera là aussi un axe très fort de notre campagne. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des adhérents Europe Écologie Les Verts sur la liste de FEM ou un partenariat dans ce sens-là? Nous le souhaitons et nous œuvrons en ce sens et nous avons bon espoir d'y arriver. Pour régler tous ces problèmes liés au dérèglement climatique, à la pollution Je ne dis pas qu'en 2 coups de cuillère à peau, nous allons régler tous les problèmes. Pour améliorer le quotidien des Ajacciens. Voilà, pour améliorer le quotidien des Ajacciens. Je pense qu'avec, parmi nos partenaires, des gens de la mouvance Europe Écologie Les Verts, nous aurons vraiment des ressources humaines capables d'apporter de l'eau à notre moulin. On va parler de santé, puisqu'on rappelle que dans Civil, vous êtes médecin, dentiste, plus précisément. Donc, ce phénomène de la santé, on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu le plan pour les hôpitaux qui a été présenté par Agnès Buzyn. On sait que les urgences, notamment, sont en crise. On sait que c'est à flux tendu aussi dans certaines micro-régions de Corse. La collectivité de Corse, qui, avec la fusion des départements, a récupéré cette compétence santé. Là aussi, il y a du pain sur la planche. Bien sûr, il y a du pain sur la planche, et là, je pense que le dossier est un dossier, on peut dire même national, bien sûr. Hein. Agnès Buzyn, le gouvernement Macron, ont fini par se décider à libérer plusieurs centaines de millions, à prendre l'engagement de dégager plusieurs centaines de millions, parce que vraiment, il y avait besoin d'un réel plan d'urgence pour les urgences, à travers toute la France. Chez nous, il n'a qu'à voir les conditions dans lesquelles travaille le personnel hospitalier de l'hôpital de Bastia. C'est hallucinant. On a l'impression qu'on est dans un hôpital d'un autre monde. Ça tient sur l'énergie, la bonne volonté des personnels, des soignants, des aides-soignants. Et il était grand temps que le gouvernement se décide à un acte fort. Nous espérons que ces engagements seront tenus. Concernant, à proprement parler, notre ville d'Ajaccio, là aussi, certes, l'hôpital d'Ajaccio n'est peut-être pas dans l'état de celui de Bastia, mais
Il rencontre lui aussi de grandes difficultés et lui aussi, on peut dire que c'est grâce à l'implication des médecins, des chefs de service, des infirmiers, des infirmières, des soignants qui arrivent à compenser beaucoup de carences sur leur énergie avec des surinvestissements en temps de travail, que la santé des Ajacciennes et des Ajacciens est assurée. Oui, alors sur l'hôpital de Bastia, on entendait les organisations syndicales la semaine dernière suite à aux annonces faites par Agnès Buzyn dire finalement il y aura des miettes parce que si on enlève l'argent qui va servir à mettre en place un plan avec le fameux numéro entre les pompiers, le SAMU, si on enlève l'argent qui sera donné également aux médecins qui ne sont pas titulaires dans un hôpital, finalement pour les restaurations, pour les rénovations, il restera des miettes. Ah non, ça va être un des gros dossiers sur lesquels vont devoir se pencher l'administration municipale bastiaise, mais je pense qu'on a bon espoir de voir l'équipe municipale actuelle réélue, parce qu'elle va arriver avec un bon bilan, avec de bons projets, et donc c'est sûr que ça sera un de leurs gros chantiers des années à venir. Sur le domaine de la santé, plus généralement, en Corse, avec les déserts médicaux, avec les maisons médicales, quel regard vous portez ? Mais je pense que la collectivité de Corse, là aussi, sous l'impulsion du président de l'exécutif et du docteur Bianca Fazzi, on voit se développer de plus en plus des maisons de santé. Dans les grandes villes, le problème se pose moins. Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'infirmières à domicile, beaucoup d'intervenants à domicile pour nos personnes âgées. Dans le rural, la solution va passer par des maisons de santé. Vous savez que d'ores et déjà, il y a plusieurs régions, comme à Lévis par exemple, où vous avez un cabinet installé dans le rural, où une demi-journée par semaine vient un spécialiste qui arrive en cardiologie, ou qui arrive en rhumatologie, ou qui arrive en ophtalmo, ce qui permet de soulager la population du village et des environs. Sur Cargèse, il y a la même chose qui est organisée désormais. Ça peut être un gastro, ça peut être un cardio, à tour de rôle. Les Cargésiennes, les Cargésiens, les gens environnants peuvent avoir des consultations avec des spécialistes. Donc pour des régions comme la nôtre, une grande partie de la solution pour la santé va passer par ces maisons de santé. On parlait de la santé. L'agence régionale de santé, aujourd'hui en Corse, on a entendu beaucoup de critiques souvent à son encontre. On a aussi entendu demander plus d'autonomie, on va dire, avec peut-être la nomination d'un directeur et des politiques qui pourraient être faites de manière régionale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez que l'une des solutions, elle pourrait être là aussi ? Disons que je vous répondrai au niveau de la santé comme dans beaucoup de domaines. Nous sommes sur une île. Nous sommes isolés. Donc, pour la santé, comme dans tout un tas d'autres domaines, la solution passe par une autonomie de décision, que les idées partent du territoire, partent des médecins qui sont confrontés au quotidien à des problèmes. Alors, l'agence régionale de santé, on peut dire, commence à être à l'écoute des problèmes du terrain. Mais vous savez que chez nous, à Femo-Agoursiga, nous sommes fondamentalement, c'est notre ligne politique attachée à l'obtention d'un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. Et dans les problèmes de santé, il est évident qu'au niveau des orientations politiques, de la politique de santé, s'entend, les décisions, les orientations doivent partir du terrain, du territoire. On ne peut pas traiter les problèmes de santé en Corse, dans les régions rurales, comme on va les traiter dans des grandes villes ou comme on va les traiter à Ajaccio. En Corse, l'agence régionale de santé doit avoir plusieurs facettes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une implication non seulement au niveau des grosses structures, bien sûr, c'est évident, mais au niveau des remontées du terrain, de ce que vivent au quotidien les infirmières du rural, les médecins du rural, tous ceux qui s'impliquent dans le secteur de la santé, dans toutes nos zones les plus reculées. La télémédecine ? Est-ce que vous savez, bien sûr, la télémédecine. Est-ce que vous savez que quand arrive l'été, les médecins régulateurs du SAMU passent leur journée à décider est-ce qu'ils vont envoyer un hélicoptère pour sauver un noyé sur une plage, ou un sportif victime d'une double fracture en montagne, ou quelqu'un qui fait un malaise cardiaque dans un village
reculer. C'est ça au quotidien, la vie de médecin en Corse, aux urgences. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une autonomie dans le domaine de la santé, je dis, sur le cas de ce médecin? Ça changerait déjà que, à partir du moment où on est dans une île montagneuse, nous déciderions, nous aurions les moyens de décider et ne pas toujours aller quémander l'organisation des soins sur place en fonction de nos besoins, que nos médecins, que ce soit les urgentistes, que ce soit les médecins ruraux, sont les plus à même de définir. Le fameux numéro unique qui devrait être mis en place dans les mois qui viennent avec ce centre d'accès aux soins, vous y croyez? L'idée est bonne, la mise en place se fera-t-elle? Il va sans doute falloir du temps. L'idée est bonne, on peut espérer. Mais ça veut dire que ça va mobiliser aussi une implication des professionnels de santé, des médecins libéraux, qui aujourd'hui n'étaient pas plus obligés de faire les gardes et qui vont peut-être devoir accéder à ces gardes. Ça demande toute une organisation. Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, vous savez, sur une opération de ce style, il va falloir une implication massive de tous les professionnels de santé. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. On va parler des relations entre la Corse et Paris. Compliqué. Vaste débat. On peut dire aujourd'hui, après plusieurs dizaines d'années après le Riacuistum, que les relations entre la Corse et Paris ont été assez fluctuantes. Entre les périodes de tension et de drame qui ont démarré à l'époque d'Aléria, l'espoir des années 80, Mitterrand, les statuts Jox, les déclarations de Michel Rocard. On pouvait y croire. Il y a eu des avancées. Puis après, il y a eu une période de statu quo, des périodes de violence, des périodes de trêve. Et puis il y a quand même eu un fait majeur, marquant, la décision de dépôt des armes par les militants du FLNC. Et à partir de ce moment-là, le mouvement nationaliste a pu arriver à exercer des responsabilités, certes depuis très peu de temps, mais un souffle d'espoir, des élections démocratiquement gagnées, on pouvait y croire. On a vu un candidat, président de la République, Emmanuel Macron, venir en Corse, faire une campagne électorale, traverser la France, en tenant un discours très girondin. Il aurait presque pu nous dire « Soyez vous-même ». Les élections sont passées par là, et force a été de constater, on se doute un peu pourquoi, que de ce discours girondin, de l'espoir, des promesses, d'élections avec une majorité absolue à l'Assemblée de Corse, 3 députés nationalistes sur 4, depuis un député européen, plusieurs municipalités, dont celle de Bastia, des communes. D'un coup, du jour au lendemain, le Girondin est devenu un des plus ultra-jacobins que la Corse n'ait jamais eu à connaître. Donc, solution, le travail, l'implication, ne jamais renoncer, former des jeunes, former des cadres, pour continuer sur la voie de la démocratie, de l'éthique, de la démocratie, de la transparence, et faire en sorte que de plus en plus de Corses nous rejoignent pour travailler sur ces valeurs. Espoir déçu face à Emmanuel Macron, on a envie de dire, et on a déjà dû vous le dire, vous avez été un peu naïf finalement. Personnellement, pour ce qui me concerne, d'espoir, je n'en avais pas trop. J'arrive à un âge quand même où j'ai observé pas mal de situations politiques dans les rapports entre la Corse et la France pour me dire d'espoir, je n'en avais pas trop. Mais quand je dis espoir, c'était, je pense que l'opinion publique corse en général avait beaucoup d'espoir parce que le dépôt des armes par le FLNC avait donné un appel d'air, une bouffée d'oxygène qui a fait que les gens se sont dit, bon, mais ça y est, maintenant on va rentrer vers des relations
apaisé vers de francs échanges. La Corse est la seule île de Méditerranée à ne pas avoir un statut d'autonomie. C'est un truc incroyable. Les Corses, vous disiez, dans leur grande majorité, c'est vrai, ils ont voté la majorité paix à Gours, ils gagnent une majorité absolue à l'Assemblée de Corse. Ils n'ont pas voté Emmanuel Macron, par contre, hein, en majorité. Peut-être qu'ils s'y sont un peu moins trompés. C'est pour ça, ce que vous disiez, beaucoup ont dû faire comme moi. Merci. Je vous remercie. Patrick Locrézy, merci et à tout à l'heure. On parlait de ces relations entre la Corse et Paris. Il va falloir aller chercher d'autres alliés pour débloquer la situation. On évoquait dans la semaine l'Université d'été de Région et Peuples Solidaires. Il y avait donc ce chercheur qui a beaucoup étudié les autonomies et notamment la situation de la Corse, qui a dit que finalement il fallait chercher d'autres alliés parce que la Corse, malgré tout ce qu'on disait, c'est-à-dire ces 3 députés nationalistes, malgré la majorité absolue à l'Assemblée de Corse, c'était un nain politique et que donc il fallait aller chercher d'autres lobbies. Bien sûr, il faut d'autres partenaires. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler qu'avant les élections législatives, que n'avions-nous pas entendu que de toute façon, si on envoyait un député ou 2, à l'époque certains n'en imaginaient même pas 3, ça servirait strictement à rien. Aujourd'hui, force est de constater que les 3 députés nationalistes corses ont réussi à participer, à faire un groupe, ce qui leur permet d'avoir de plus en plus de temps de parole, donc commencer à nouer des partenariats. Ils travaillent d'arrache-pied. Ce groupe a encore gagné des nouveaux députés dernièrement, et je peux vous dire qu'ils continuent à travailler pour ce faire et qu'ils vont y arriver parce qu'ils sont tenaces. Notre secrétaire national Jean-Félix Aquavive, avec à ses côtés Paul-André Colombane et Michel Castellagne, ont su, on peut appeler ça du lobbying, mais moi je pense que tout simplement... La sensibilisation. Oui, c'est un travail sérieux sur les problématiques des territoires et beaucoup de députés français commencent à voir la Corse d'un autre œil. Certains réalisent que les problématiques du Nil, ce n'est pas les problématiques du Cantal, et donc bien sûr des partenaires, bien sûr les écologistes. De tout temps, les écologistes en Corse ont toujours été proches du mouvement nationaliste, de l'Argentella au Bourg-Rouge, au Vadieu. Nous avons toujours été partenaires et très proches. Et d'ailleurs, nous avons réussi à envoyer à Bruxelles un député européen qui siège dans un groupe non seulement important en nombre, mais en qualité, en influence. Là aussi, nous avons une bonne passerelle avec Bruxelles. Il va falloir convaincre de plus en plus de monde. Vous pensez que c'est ça qui pourrait faire le poids, la différence vis-à-vis du gouvernement ? Mais bien sûr, mais de toute façon, à partir du moment où vous décidez de vous impliquer en politique, votre idée numéro 1, c'est de convaincre le plus en plus de monde pour vous rejoindre, que ce soit dans l'électorat ou que ce soit auprès de partenaires politiques éventuels. Parce que le gouvernement, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Disons que le gouvernement, on a un peu l'impression, il n'y a qu'à voir en si peu de temps, la valse de ministres à laquelle on a eu droit, les problématiques qu'il a à gérer à l'interne, la crise des gilets jaunes, on ne sait pas trop si elle est réglée, si elle n'est pas réglée. On a l'impression que la rentrée risque d'être un peu chaude. Donc le gouvernement, à un moment donné, c'est le rapport de force démocratique qui fera qu'à un moment donné, il y en aura un autre qui lui succédera et qui sera plus ouvert à nos thèses. Vous n'avez pas peur que certains s'impatientent du fait que ce rapport de force démocratique n'aboutit pas et se disent finalement, il faut peut-être retourner à la violence, à autre chose ? Disons que nous, en tant que responsables politiques, dans les 2 sens du terme, nous œuvrons au quotidien et nous appelons de nos voeux et nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas ce retour à la violence. On va parler de football. On sait que c'est votre seconde passion, après ou avant la politique d'ailleurs ? Oh, je dirais dans ma jeunesse avant, mais comme très tôt je me suis intéressé à la politique, puisque dès l'âge de 16 ans j'étais à l'Unione dei Liceani Gorsi, ça a été un peu en parallèle. Alors justement, aujourd'hui, sur les terrains, il y a les différents clubs corses, on a l'impression que la politique a fait son entrée sur les terrains. On a vu des matchs suspendus pour des injures, pour des injures homophobes. On a vu des tribunes à la l'AC Ajaccio qui ont été fermées pour ce type de propos ou d'injures. Ça vous inspire quoi ?
Bon, disons que déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que bien sûr, en tant que responsable politique, on ne peut que condamner l'homophobie, les propos homophobes. Ensuite, son entrée dans les stades, je pense que la ministre des Sports actuelle s'est un petit peu égarée, n'étant pas habituée à assister à des rencontres de football. Donc peut-être que certains propos ont heurté ses chastes oreilles, mais à mon avis, je pense qu'il faut savoir raison garder et que là aussi, c'est par le dialogue avec les clubs de supporters, des responsables des clubs supporters, des responsables des clubs de foot, qu'il faut faire un peu retomber cette mayonnaise parce que ça ne va pas apporter de bonnes choses si on part dans la surenchère. Les clubs corses qui ont toujours été souvent montrés du doigt, à tort ou à raison d'ailleurs, et bien plus souvent à tort qu'à raison, pour ce côté violent, pour ce côté d'injures. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre un petit peu que finalement, ça se passait ailleurs avant. Ouais, bien sûr, on est bien passé pour vous en parler, hein, que ce soit à Ajaccio, ou que ce soit à Bastia, au Sporting, à l'ACA, au Gazélec. Bien sûr, sans vouloir non plus faire de la victimisation, parce que parfois il y a eu des excès chez nous. Mais quand il y a eu des excès chez nous, ils ont été très lourdement sanctionnés. Puis quand il y a des excès ailleurs, souvent on s'est aperçu qu'il y avait des appels, des contre-appels, les dossiers étaient étudiés une fois, deux fois, trois fois, et puis ça arrivait à faire flop. Est-ce que c'est pas aux collectivités aussi, vous disiez des fois il y a eu des excès, à faire en sorte que il y ait des sensibilisations, il y ait peut-être des contraintes qui soient mises pour que ça ne se passe plus dans un stade de foot ou ailleurs? Non, moi je pense qu'un stade de foot, c'est un lieu de vie. Un stade de foot, c'est le reflet de la vie en société. On vit dans une société qui maintenant est de plus en plus violente, qui est de plus en plus agressive. Donc on voudrait qu'à la porte du stade, l'agressivité s'arrête et que les gens laissent l'agressivité à la porte. Bien souvent, un stade de foot, c'est un défouloir aussi. Ça peut être par l'aspect le plus beau des chants, des animations, des tifos. Et puis par moments, si ça tourne un peu mal, eh bien, il y a un peu plus d'aspect agressif, propos injurieux, parfois débordements plus violents. Mais on doit dire quand même assez rarement. Est-ce que c'est spécifique au foot, selon vous, ou ça touche plus de sport co? Bon, c'est quand même assez spécifique au foot, hein, parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir des matchs de rugby, d'aller voir des matchs de hand, de volley. On n'a pas de tels débordements. Sociologiquement, comment on peut expliquer ça, justement? Le foot, ça représente quoi par rapport aux autres sports co? Disons que le foot, c'est peut-être d'abord, avant tout, le sport le plus populaire sur la planète. Le plus grand nombre de millions de participants, de licenciés, donc de parents d'enfants qui jouent au foot ou de parents de professionnels qui jouent au foot. Beaucoup d'argent, après ça déchaîne des passions, il y a une espèce de théâtralisation de tout ça. Comme c'est le sport numéro 1 sur la planète, eh bien, c'est le sport là où l'aspect le plus théâtral est en avant. Parler du football, vous avez évoqué le ministre des Sports, un ministre qui, à propos de la catastrophe du 5 mai, dit finalement, je ne connais pas trop les dossiers, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas... Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est assez novice, choquée par des propos qu'elle entend dans des stades. Elle n'est pas au courant qu'en France, puisque jusqu'à preuve du contraire, la Corse est gérée administrativement par la France. Dans un stade, il y a eu des dizaines de morts et des centaines de blessés. Une seule et unique fois dans le sport numéro 1 qui est sous son autorité, c'est un peu inquiétant. A contrario, on peut penser, on peut espérer que découvrant ce dossier, elle va s'y pencher sérieusement et qu'elle va finir par prendre, par impulser et par imposer la seule décision qui vaille. Il ne peut plus y avoir de manifestations sportives sur des terrains de football un 5 mai. Vous aussi, pas de match le 5 mai. Il y a eu une autre école qui dit finalement on fait des matchs, on rend des hommages. Vous savez, j'ai eu la chance de ne pas avoir parmi mes proches, parce que j'ai toujours traîné dans tous les stades de Corse, de la Côte d'Azur et même d'Europe à une époque. J'ai eu la chance de ne pas avoir parmi mes très proches des victimes ou des blessés. Donc moi, je respecte et je soutiens la demande du collectif des victimes du 5 mai,
parce que je pense qu'ils sont les plus à même à décider ce qu'ils souhaitent voir mis en œuvre pour un 5 mai. Pour conclure sur cette page football, on va passer au football amateur avec pas mal de remous qui ont eu lieu au sein de la Ligue, avec des clubs aussi qui sont montés au créneau. Ça vous inquiète? Vous pensez qu'il faut vraiment se pencher sur les dossiers là aussi? Disons que quand on s'inscrit dans un championnat, dans une compétition, on en connaît les règlements. Après, il est vrai que, j'en parle en connaissance de cause, puisque chez nous, le club de Bastelicac a subi un événement rarissime et gagne le droit sur le terrain de se maintenir sportivement. Et ils subissent le fait que dans la division au-dessus, il y a un club de la région marseillaise qui a une gestion catastrophique, qui est relégué, donc trop de relégations et Bastelicac ne peut pas accéder. Hallucinant. Hallucinant. Donc certes, il ne faut pas tomber dans le juridisme à tout crin, mais je pense que sur des cas comme celui-ci, les plus hautes autorités amateurs devraient quand même faire preuve de la plus grande écoute et de la plus grande attention. On conclura là-dessus. Merci beaucoup Patrick Lucchesi. Merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On rappelle que cette émission, on la retrouve en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica et puis on vous retrouvera pour les élections municipales à Ajaccio. On suppose vous serez sur la liste? Oui, je pense. Quelle position? Ce sont les militants qui décideront. Nous avons des réunions régulières, donc ce sont nos instances qui décideront. En tout cas, merci à vous. Ce fut un plaisir de passer cette semaine à votre compagnie. À très bientôt. À très bientôt. Merci.